Madame, Messieurs, bonsoir et toujours un réel plaisir de vous retrouver pour 45 minutes d'échange, d'entrevue, d'écouter les personnes qui disposent des idées pour le bien de la République démocratique du Congo, pour l'avancement de la République démocratique du Congo. Et nous avons le privilège d'avoir ce soir sur ce plateau un monsieur et non pas le moindre. Il s'agit du professeur qui est enseignant certes, mais qui porte le poids de la République démocratique du Congo au niveau des instances africaines. Il s'agit de la commission, du moins le rapporteur spécial sur les défenseurs des droits de l'homme et point focal sur les représailles. Il est commissaire au niveau de cette grande structure africaine. Il s'agit du professeur Emingo Ilumbu, à qui nous disons bonsoir professeur. Bonsoir Blaise, c'est toujours un plaisir d'être sur un plateau avec vous parce que je sais qu'on passe 45 bonnes minutes. Et je vous vois en superbe forme, professeur. Je ne dirais pas que vous portez tout ce poids sur vous. Visiblement, vous êtes relax. Tout à fait, parce que j'ai pris la mesure des fonctions que j'exerce au niveau de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, où je suis le vice-président. Au début, la chose paraissait un tout petit peu lourde, mais avec le temps, on a appris à s'habituer, à la maîtriser et à la mater. Donc, ça va bien. Comment elle s'est portée la commission, professeur, s'il faille déjà évoquer ce sujet? Il s'agit d'une institution trentenaire aujourd'hui, au sein de l'Union africaine. C'est le principal organe de promotion et de protection des droits de l'homme. La commission se porte très bien, sauf ces 2 dernières années, en raison du Covid-19. Nous avons un tout petit peu de difficultés d'ordre budgétaire parce qu'avec le Covid, vous savez que la capacité contributive des États a un tout petit peu baissé, ce qui fait que nous travaillons beaucoup plus en distanciel qu'en présentiel. Mais sinon, dans l'ensemble, tous les commissaires sont bien portants et ils continuent à prendre en charge leurs responsabilités avec la même énergie, avec la même volonté que par le passé. Et il vous arrive, vous êtes la personne attitrée pour essayer de prélever la température des droits de l'homme en Afrique. Et puisqu'il faille parler de ces 2 dernières années, comment elle se porte? Est-ce que la température est en hausse ou en baisse? Ces 2 dernières années, c'est-à-dire en ce compris l'année Covid, depuis que Covid est arrivé en Afrique, si je peux prendre ça comme unité de mesure, il faut dire que les droits de l'homme ont beaucoup craqué. Ils ont beaucoup craqué en Afrique parce qu'avec Covid, confinement, tout ce qu'on a, l'impact de cette pandémie sur la mise en œuvre des droits civils et politiques et des droits économiques, sociaux et culturels se ressent. C'est le chômage, c'est les maladies, c'est les séparations des familles, c'est le droit à la libre circulation des biens et des personnes qui est entamé, et quelques droits civils et politiques, la liberté de réunion et de manifestation, c'est des droits qui ont connu beaucoup de difficultés, des droits qui ont craqué pendant ces dernières années. Donc nous avons un peu déplacé le curseur. Là où hier nous accusions le gouvernement d'être responsable de la non-mise en œuvre de ces droits, aujourd'hui on tempère un tout petit peu les analyses, on tempère un tout petit peu les approches dans la mesure où c'est beaucoup plus la pandémie qui impacte sur la non-mise en œuvre. Toutefois, les États restent toujours responsables de ce que le minimum qu'on peut attendre dans la mise en œuvre de ces droits malgré cette pandémie, il n'est pas atteint parce qu'il y a quand même des gouvernements qui en profitent au niveau des 55, des 54 pays d'Afrique parce que le Maroc n'est pas encore parti à cette charte. Il y a des gouvernements qui ne fournissent pas le minimum requis pour que les populations puissent bénéficier des droits qui sont protégés par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Je sais que vous êtes tenu par le droit de réserve au regard des hautes fonctions que vous occupez, vice-président quand même de la Commission africaine des droits de l'homme. Le pays, est-ce qu'il se comporte convenablement vis-à-vis des responsabilités qui sont de l'ordre de la République démocratique du Congo?
Vous parlez de tous les pays ou bien de la RDC? Je parle de notre pays, la République démocratique. Bon, la situation... Il faut le relever, il est congolais, en fait, le professeur est congolais. Voilà. Merci beaucoup Blaise pour cette question. Mais en ce qui concerne la République démocratique du Congo, si j'ai des observations à faire, elles seront identiques à celles que j'aurais pu faire pour les autres États qui restent, hein. Les 53 autres États qui restent. Globalement, je peux vous dire que pour la République démocratique du Congo, nous ne sommes pas en retard en ce qui concerne les rapports périodiques des États qui sont obligés à présenter périodiquement des rapports. Nous sommes en ordre et nous venons de ratifier le protocole portant création à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, ce qui est déjà une bonne avancée, mais il y a encore des choses qui doivent être faites. Ratifier le protocole créant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, c'est un premier pas, mais nous attendons du gouvernement de faire un peu plus. On va voir si le ministre Lité, que je salue d'ailleurs en passant, est reconduit dans le nouveau gouvernement. On continuera ce combat avec lui. Je le félicite déjà pour ce qui a été fait, mais normalement, le pays doit encore signer ce qu'on appelle la déclaration de reconnaissance de la juridiction de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. C'est la fameuse déclaration sur l'article 34.6, parce que c'est cette déclaration qui permet finalement aux particuliers, vous et moi, aux ONG, de devoir saisir la Cour africaine, qui est différente de la Commission, hein, qui doit saisir la Cour africaine au cas où nous ne trouvons pas satisfaction par rapport à nos droits qui sont protégés par la Charte et par notre Constitution dans nos cours et tribunaux ici nationaux. Donc globalement, moi je peux dire que on a connu quand même une avancée ces 2 dernières années par rapport à l'état des droits de l'homme sur le continent, donc par rapport à la situation du Congo. Évoquons la commission, professeur. La plupart des personnes que j'interroge ou avec lesquelles je discute ne trouvent vraiment pas le caractère contraignant des décisions que vous prenez vis-à-vis de tel ou tel autre pays, parce qu'on estime que la Cour, aussi bien la Cour que la Commission, vous n'avez pas de pouvoir de contrainte, d'action directe et tout ça. On ne vous considère pas trop. Qu'est-ce qui se passe? Tout à fait. Vous savez que nous sommes une commission. La commission en tant que telle n'est pas une juridiction. C'est un organe quasi-judiciaire. Eh bien, nous avons le pouvoir, lorsque les faits nous sont rapportés, de statuer sur les faits par rapport aux droits qui sont prévus dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et de devoir dire le droit. Dire le droit. Comme le fait la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. La seule différence entre nous et la Cour, c'est que la Cour est censée prendre des décisions qui sont contraignantes. Okay? Les arrêts de la Cour sont contraignants. Mais vous savez, nous sommes en droit international. Le droit international des droits de l'homme, le droit international des droits de l'homme, qui est une partie du droit international public, il est d'abord essentiellement volontariste. Tout dépend de la capacité, de la volonté des États à devoir se conformer aux décisions qui sont prises par ces organes. Vous savez, un État qui est de bonne foi, il peut appliquer même une simple résolution, même la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui n'est pas un document contraignant, mais un État qui est converti aux droits de l'homme peut l'appliquer sans problème parce que ce n'est pas contraignant. Tandis que les États qui veulent discuter les normes et qui veulent appliquer la souveraineté de manière tout à fait absolue, ceux-là, ils refusent d'appliquer aussi bien les recommandations de la Commission que les décisions de la Cour. Et d'ailleurs, vous savez que certains États qui se retirent de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, c'est justement en raison de ce qu'on a pris des décisions, on a pris des arrêts pour leur demander de changer une norme, pour leur demander de changer une pratique au plan national. Ils ont refusé de le faire. Conséquence, ils quittent. Je parle par exemple de la Côte d'Ivoire, qui s'en est allé, qui a quitté la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, justement parce qu'on a pris un arrêt en leur demandant sur le plan interne de prendre telle ou telle autre disposition. Ils ont refusé de le faire. On n'aura pas le temps d'aller dans le détail. C'est ça le problème que nous avons et c'est ça le droit international. Et d'ailleurs, Blaise, est-ce que ce sont les seuls organes qui ont vocation à prendre des décisions contraignantes qui ne sont pas appliquées? Pas du tout. Le Conseil de sécurité, les décisions du Conseil de sécurité, qui n'est pas une juridiction, hein, qu'on n'aille pas dire que j'ai dit que c'était une juridiction, elle prend également des décisions qui sont contraignantes. Mais combien d'États appliquent les décisions du Conseil de sécurité? Ils ne le font pas. Prenez la Cour internationale de justice. Elle prend aussi également des arrêts qui sont censés être contraignants. Mais combien d'États? Et je peux vous étonner, le taux d'application des décisions aussi bien de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples que de la Commission, il est de moins de 5%. Et c'est ça l'état de la question. C'est d'ailleurs alarmant. Professeur, vous travaillez dans une structure qui a de liens directs avec l'Union africaine. Tout à fait. C'est l'un des organes principaux en matière de promotion et de protection des droits de l'homme, comme Très dit. bien, très bien, vous l'avez si bien dit. Et aujourd'hui, la République démocratique du Congo, c'est elle qui dirige l'Union africaine.
que représente l'Union africaine pour vous? Pour moi, l'Union africaine représente cette opportunité qui est aujourd'hui accordée à la République démocratique du Congo de rayonner d'abord sur le plan international. Avec le fait que nous avons aujourd'hui le président de l'Union africaine, qui est son Excellence le président Félix-Antoine Tshisekedi, nous devons espérer d'ailleurs, avec sa présence à la magistrature de cet organe, il pourra, vous connaissez les 9 piliers de son programme, il pourra faire beaucoup de choses pour le temps qu'il restera encore à la tête de cette institution. Il pourra faire beaucoup de choses pour l'avancement de la cause, non seulement des droits de l'homme dans notre pays, mais les autres causes qui font partie de son pilier. Vous savez que parmi les piliers qu'il a lui-même retenus, il veut marquer son mandat avec, par exemple, la question de paix et de sécurité en Afrique. Question de paix et de sécurité en Afrique. Et on n'est pas les bons élèves quant à ce. Nous-mêmes, nous avons des difficultés avec ce que nous connaissons à la partie Est, mais j'espère que le président saisira cette opportunité et qui nous est offerte pour pouvoir mobiliser les mécanismes de paix et de sécurité de l'Union africaine pour pouvoir arriver un jour à juguler la crise de Béni, comme il vient de le faire récemment avec le barrage, le conflit d'eau entre l'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan. Et bientôt d'ailleurs, c'est ça je vous le révèle, la République démocratique du Congo sera encore à l'honneur parce que je vais diriger, à ma qualité de vice-président de la Commission africaine de droits de l'homme et des peuples, l'enquête que le Conseil de paix et de sécurité et le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, et je vais diriger l'enquête qui va être menée dans la province du Tigré en Éthiopie. Et c'est moi qui vais prendre cette enquête. Ça sera encore un honneur qui est rendu à notre pays pour pouvoir aller clarifier. Professeur, hein? Vous dites? Je vous ai dit c'est un terrain glissant. Non, pas tellement. Vous êtes encore au pays, vous pouvez peut-être faire un petit tour en Kamba pour vous baigner dans cette eau-là afin que vous soyez immunisé vis-à-vis de ce qui pourrait vous arriver là-bas. Non, ces missions-là, lorsque nous le faisons, c'est d'abord parce que c'est notre mandat de mener des enquêtes partout où les situations de violations massives des droits de l'homme sont de nature à menacer la paix et la sécurité au niveau continental. Mais lorsque nous le faisons, nous prenons un certain nombre de garanties, des garanties sécuritaires. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine nous appuie. On a d'autres partenaires qui nous appuient et puis nous informons toutes les autorités. Je pense qu'un courrier arrivera d'ailleurs assez récemment, ou même l'institution fêtière, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il sera mis au parfum par rapport à cette enquête que la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples va mener au niveau de la province du Tigré en Éthiopie. Et c'est encore la RDC qui va essayer de diriger cette enquête pour essayer de voir. Et tout ça, c'est des choses qui seront versées un jour dans les acquis, le point positif, le bilan positif de son Excellence, Monsieur le Président de l'Union africaine demain. Je pense que, comme nous ouvrons d'ailleurs une session récemment, bientôt nous allons partir en session ordinaire. Aussitôt que nous terminons notre session ordinaire, je crois que je vais faire mes bagages pour partir en Éthiopie et essayer, avec mes collègues commissaires et d'autres experts, essayer de voir un peu plus clair dans la situation qui se passe au Tigré en Éthiopie. La situation là-bas, elle est alarmante. C'est une situation qui... Est-ce qu'on suit dans le média ou bien la situation elle est tout autre sur le terrain? On n'a pas encore toutes les réponses par rapport à cette problématique. C'est pour ça que nous allons faire les enquêtes. Mais d'ores et déjà, on peut dire que ce n'est pas une histoire qui implique uniquement l'armée par rapport à une partie de sa population, par rapport à certains dissidents qui sont dans la province du Tigré. Le gouvernement éthiopien lui-même, vous savez qu'il a dit que il y avait les Érythréens qui étaient déjà là. Et aujourd'hui, on peut dire qu'il y a des réfugiés éthiopiens qui se retrouvent au Soudan. Donc la situation est en train de s'internationaliser, de devenir un cas régional et il faudrait vite qu'il y ait une enquête. Nous ne serons pas les seuls à mener cette enquête. Il y a également le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Ils seront également sur le terrain avec Madame Michelle Bachelet, la haute commissaire des Nations Unies en matière de droits de l'homme à partir de Genève. Elle sera également sur le terrain. Notre commission sera également sur le terrain. Et c'est avec le travail que nous allons éclairer la lanterne des institutions, des organes délibérants de l'Union, le comité des représentants permanents, le conseil exécutif et pourquoi pas le sommet des chefs d'État et de gouvernement que nous aurons en février 2022, à qui rapport sera fait par les institutions fêtières. Et les opportunités, parce que vous en parliez, professeur, le président de la République gère en ce moment l'Union africaine.
au regard du fait, je pense que votre fonction ou bien le rôle de coordonnateur ou président de la commission d'enquête vis-à-vis de la situation qui sévit en Éthiopie au Tigré ne découle justement pas du mandat du président de la République. Ce n'est pas parce qu'il a été élu que vous avez eu cette fonction-là. Du tout. Il faut simplement dire que pour l'instant, notre pays a un tout petit peu la baraque. Le président de la commission de l'Union, la commission africaine, étant lui-même un Éthiopien, et vu que son pays a des problèmes, le règlement intérieur de la commission africaine l'oblige à se déporter, à ne pas être partie prenante de cette enquête. C'est vraiment une baraka, vous avez Ça nous a tombé sur les mains comme du pain béni. Et c'est encore une fois, le pays, quand il a de la chance, tout va de soi. Ça nous est tombé sur les mains, je vais diriger cette enquête, tout simplement parce que c'est lui qui devait la diriger, qui est lui-même ressortissant éthiopien, il ne peut pas être partie prenante à cette enquête. Qu'est-ce qu'il nous faut pour la République démocratique du Congo? Est-ce qu'il nous faudrait des universités ou des instituts techniques? Et le fait d'abord pour les chercheurs, pour des gens qui veulent pousser leur réflexion pour loin, qui veulent par leur réflexion servir une société, être au service d'une société. C'est ça l'université. Elle n'est pas faite pour tout le monde. Vous vous rappelez de Lunda Bouloulou qui parlait d'université élitiste. Moi, j'essaierai aussi tenté de dire qu'il nous faut des universités d'élite, où on peut former des gens d'élite. Maintenant, on forme tout le monde dans une grande marmite, dans une masse. Alors on parvient à pêcher quelques personnes, ou quelques personnes se manifestent comme des élites pour pouvoir aller plus loin. Moi, je ne pense pas que, tel que la RDC se comporte avec une université de masse, nous irons loin. Il faudrait changer de paradigme, orienter aussi des gens vers des métiers techniques. Le problème dans un État, c'est qu'il n'y a pas de ce métier. Il faut permettre aux gens de faire les autres métiers complémentaires. Tout le monde aujourd'hui veut aller à l'université, tout le monde veut être enseignant à l'université, tout le monde veut... Moi, je suis contre. Je veux que... Mais déjà, quand vous dites qu'il y a 70 professeurs qui sont partis, paix à leur âme, mais c'est difficile de les remplacer quand même. Vous n'êtes pas nombreux, vous, les professeurs. Hein. Nous avons l'impression que vous êtes nombreux alors que vous ne l'êtes pas. C'est l'élite. Comment voulez-vous que l'élite soit une élite pléthorique? Une élite ne peut pas être pléthorique. Une élite, c'est une portion congrue d'une population capable de réfléchir, aider cette population dans un domaine. Oui, mais il y a quand même un minimum, un nombre assez normal qui pourrait voir le jour. Pour un pays de 100 millions de personnes, je ne pense pas que nous avons 5000 docteurs. Même pas. Même pas 4000, même pas 2000. Je ne pense, 2500 ou 3000. on peut arriver à 2500, 3000. Mais est-ce qu'on nous considère comme une élite dans ce pays? Ça, c'est oui, mais un quand autre vous débat. versez dans la politique et commencez à nous pondre des schémas qui nous font très mal au cœur, parce que nous qui ne sommes pas professeurs, qui ne sommes pas docteurs comme vous autres, on s'est dit, ben, quand même, ces raisonnements-là, à la limite, il est vraiment gauche. Non, Blaise, ça dépend de ce que chacun veut faire. Moi, j'ai un domaine. J'ai terminé à l'UNIKIN comme licencié en droit. J'ai une maîtrise en droit de l'homme, j'ai une maîtrise en théorie du droit, j'ai un doctorat en droit international des droits de l'homme. Et mon parcours, je n'ai fait qu'un focus. Je ne parle pas d'autre chose, je ne fais que le droit de l'homme. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas spécialiste des autres parties du droit. Quand bien même je peux opiner, quand même je peux donner un point de vue là-dedans. Mais je me dis, écoutez, fais attention. Tu t'es spécialisé dans un domaine, ne parle que de ça. Mais alors, quand tu viens dans mes domaines, tu me trouves comme spécialiste. Hein? Je ne suis pas spécialiste du tout. Mais quand tu viens dans mes domaines, tu me trouves comme spécialiste. C'est la raison pour laquelle, même quand je cherche de l'emploi, je cherche de l'emploi dans le domaine dans lequel je suis spécialiste. Si vous m'amenez aujourd'hui dans un parti politique, je vous dirai, si vous voulez que je vienne vous aider, je ne parlerai que droit de l'homme dans votre parti politique, pas autre chose. Inutile de vous dire que si vous voulez me prendre comme ministre dans un gouvernement, vous ne me mettrez que dans le secteur où je suis spécialiste. Et si vous me mettez mais oui, si vous me mettez dans un autre secteur, je vais demander pourquoi vous me mettez là-bas alors que je peux vous servir de l'autre côté. Vous ne pensez pas qu'on peut switcher? C'est un poste politique, on peut être là comment on dit, comme totem, mais on a des conseillers qui peuvent travailler. Et là où je peux vous surprendre, c'est que le droit de l'homme, finalement, c'est dans tous les secteurs. Si vous aurez le droit à la santé, vous aurez le droit à l'éducation, c'est très transversal, je peux faire le tout. Mais je préfère être là où se trouve la matrice pour pouvoir maintenant impacter avec les autres structures étatiques qui existent. Alors, professeur, quelles sont vos ambitions pour l'avenir sur le plan africain, sur le plan continental? Voilà. Vous ne réfléchissez plus à RDC, vous réfléchissez Afrique. Cette année... Est-ce qu'à un moment donné, vous allez réfléchir aussi, montre? Voilà. Cette année, je voudrais hisser le pays
à prendre la direction de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Et nous sommes bien placés pour pouvoir le faire. C'est possible. C'est possible. Et je suis en train d'y travailler. J'y travaille suffisamment. Chaque matin, quand je me réveille, je ne fais qu'écrire des stratégies pour pouvoir amener l'Afrique, pendant la mandature de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Fachi, à prendre aussi la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Nous allons y arriver. Vous le citez beaucoup quand même. Hein. Dans cette émission, c'est la 5e. Je suis fonctionnaire de l'Union africaine. Okay. Je suis fonctionnaire de l'Union africaine et nous l'avons comme président de l'Union africaine. Donc je parle de mon chef. C'est tout à fait normal. Ça n'a rien à voir avec une certaine acquaintance politique. Non. Je ne vous connais pas très politique. Hein. Je vous sais, homme des sciences. Mais bon. J'ai servi beaucoup de politiciens. Je suis prêt à en servir autant qu'il peut exister, pourvu que l'homme politique puisse penser qu'avec cet homme, je peux obtenir quelque chose de lui dans le secteur qui est le mien. C'est ce qui m'intéresse, mais sinon pour le reste, je souhaite à tous les politiciens bonne chance. Le Congo est un vaste champ. Mais... Donc on a un coup à jouer pour cette année. On a encore un coup à jouer. On a encore un coup à jouer et nous allons mener cette bataille pour pouvoir la gagner. Ça sera dans la deuxième quinzaine après juin que nous allons avoir les élections, les nouvelles élections du bureau au niveau de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Vous avez oublié de dire que mon mandat, il continue jusqu'en 2023. Jusqu'en 2023, parce qu'en 2023, on peut le renouveler jusqu'en 2029. Mais la grande bataille pour l'instant, c'est de permettre à la RDC pour 2 ans de prendre la tête de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Et nous y travaillons très, très, très sérieusement. Mais pourquoi vous ne lorgnez pas sur là où il y a beaucoup plus de sous? L'Union africaine, bon, c'est vrai que vous d'abord, on vous critique, vous ne savez pas être assez indépendant puisque vous recevez de l'argent, l'Union européenne, ainsi de suite. Mais pourquoi vous ne lorgnez pas sur les Nations Unies? Je vais vous relever une chose. Vous savez que l'Union européenne est aussi un gros contributeur des Nations Unies. Beaucoup de gens ne le savent pas. L'Union européenne finance les Nations Unies. Donc il est tout à fait normal que l'Union européenne finance. Il faut dire que l'Afrique était sur le point déjà d'avoir une certaine autonomie financière, c'est-à-dire à ne dépendre que de la contribution des États. Mais c'est le Covid-19 qui est venu chambouler encore cet élan que les États avaient déjà pris, parce que les économies ont été déstructurées, parce que les gens ne travaillent plus, parce qu'il y a eu des confinements. Tout cela a eu un coût financier, et ce coût financier a fait que la capacité contributive des États vis-à-vis des caisses de l'Union africaine a également baissé. Et l'Union africaine est obligée maintenant de recourir encore à ses partenaires pour pouvoir financer ses activités en attendant qu'elles puissent se relancer. Mais sinon, les États ont quand même tenu le coup. Hein, l'élan, c'est tout le monde qui contribuait, y compris la République démocratique du Congo. Oui, lorsque le président Fachi a pris les rênes, vous allez encore les citer, je n'ai pas de choix, je parle de l'Union africaine. Mais là-bas, on ne l'appelle pas président Fachi, on l'appelle son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On ne l'appelle pas par le... Non, nous on sait, par ce petit nom, hein, cette contraction de Fachi, voilà. Lorsqu'il a pris les rênes de l'Union africaine, son propre pays, la République démocratique du Congo, était en ordre de cotisation. Il était en ordre de cotisation et nous pouvions assister, avoir droit de parole, voter, ce qui est une bonne chose. Même jusqu'au dernier sommet, la conférence des chefs d'État et de gouvernement, nous étions en ordre de paiement. Maintenant, il faut qu'on continue avec cet élan parce qu'il fut un moment où nous étions hyper endettés, on était en retard de cotisation de beaucoup de choses. Et c'est ce qui nous a d'ailleurs desservi, hein, parce que vous savez que les États qui cotisent le plus, ils ont un quota pour même engager les ressortissants de leur pays au sein de ces institutions-là. Il faudrait simplement que je crois que ce sont les efforts de Madame l'actuelle ministre des Affaires étrangères, Madame Toumba. Il faudrait peut-être, si elle est reconduite, tant mieux, elle continuera avec cette politique, mais si elle n'est pas reconduite au gouvernement, celui qui va reprendre le baquet, comme on dit, qui va reprendre ce Marocain, qu'il puisse continuer avec cet élan, c'est-à-dire mobiliser le fonds au plan national pour continuer à payer nos contributions au niveau de cette organisation. Professeur, avec vous, ça va hyper vite. On est déjà arrivé au terme de cette émission. Les jeunes qui vous suivent en ce moment, qui veulent peut-être vous voir comme modèle, ou vous avoir comme modèle, ou voient en vous leur futur, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Comment ils peuvent arriver à ça? De croire en leur propre capacité, de ne jamais céder face aux obstacles. S'ils pensent qu'ils peuvent devenir
ce que je suis aujourd'hui, eh bien, ils n'ont qu'à y croire et à se donner les moyens pour pouvoir y arriver. Ils rencontreront beaucoup d'obstacles, ils rencontreront beaucoup de jalousie. Les gens feront semblant de leur montrer un rictus des lèvres, mais en réalité, ils auront un cœur bien fermé pour les descendre, pour casser leur ambition. Mais ils doivent foncer, continuer toujours à foncer, continuer toujours à y croire, jusqu'à ce qu'un jour, la porte va s'ouvrir et ils vont atteindre le niveau qu'ils auraient bien voulu atteindre. C'est le discours que moi je donne à tous les jeunes aujourd'hui. Rien n'est impossible. Moi, je viens de nulle part. Personne ne m'a aidé. Ce n'est que l'énergie que j'ai en moi, ma capacité de résilience malgré les échecs qui m'a poussé à monter, à avancer jusqu'à arriver. Je ne suis pas encore arrivé là où je veux arriver. Comme je vous ai dit, cette année, c'est ramener la République démocratique du Congo à prendre les rênes de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, principal organe en charge de promotion et de protection des droits de l'homme et des peuples. Parce que la Cour africaine qui siège à Arusha vient compléter le travail que nous faisons. Nous sommes à la fois... Je rappelle que vous êtes à Banjul. Nous siégeons à Banjul, notre siège est à Banjul, mais nous travaillons dans les 55 pays dans lesquels nous tournons assez régulièrement. C'est pour cette raison que... Pourquoi on avait choisi la Gambie? Ça, c'était en raison les pères fondateurs de l'Union africaine, ceux qui ont rédigé la charte, Sœur Daouda Diawara, qui avait rédigé l'un des grands rédacteurs un ancien président de la Gambie, grand rédacteur, parmi les grands rédacteurs de la charte africaine de l'homme et du peuple, était ressortissant de ce pays-là. Mais au début, le siège de la commission était en Égypte, en Éthiopie. Après, il est parti à Banjul. Il est parti à Banjul. Peut-être qu'un jour, nous n'avons pas de sièges des organisations. On ne gère pas les grandes choses ici. On n'avait pas cette politique au départ, on ne s'intéressait pas à ces choses, mais le pays, par exemple, le siège du Comité africain des experts pour le droit et le bien-être de l'enfant, il vient de partir, je ne sais pas moi, au Lesotho ou au Malawi. Mais si nous étions la RDC pouvait offrir ce siège à cette institution de l'Union africaine et commencer aussi à avoir des institutions ici chez nous. Okay. Qui viennent Merci beaucoup, professeur. Merci. Je rappelle que nous avons reçu le professeur Emingo Ilumbu. Il est commissaire, donc vice-président de la Commission africaine des droits de l'homme, mais il est commissaire rapporteur spécial sur les défenseurs des droits de l'homme et point focal sur les représailles. C'était un plaisir de l'avoir sur ce plateau parce que je rappelle aussi, vous le savez, l'actualité reste dominée par la situation qui a prévalu ou qui prévaut en Éthiopie avec le Tigré qui s'avère être un État avec des problèmes, ainsi de suite. Et au regard des exactions commises, rapportées au niveau des médias, c'est le professeur qui va présider la commission d'enquête. Et c'est un Congolais à qui nous devons jeter beaucoup de fleurs et nous lui disons merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup Blaise de m'avoir accueilli dans votre émission et à la prochaine. Merci beaucoup professeur et merci d'avoir suivi Lengo RDC. On se retrouve pour la prochaine diffusion toujours sur BSC Télévision. Merci. Merci.